Allez, chers amis, on continue. Le Brexit. Le Brexit, on va en parler immédiatement. Est-ce que Jean-Michel Salmon, vous m'entendez, Jean-Michel? Parfait, Nicolas. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs. Bonjour, Jean-Michel Salmon. Je voulais vous recevoir ce matin, effectivement, pour parler de ça, ce Brexit, parce que j'ai lu ça et là qu'effectivement, les Britanniques commencent à regretter le Brexit, hein. Ils sont déçus, finalement, d'avoir voté pour la sortie de l'Union européenne. Enfin, et vous allez être un spécialiste, hein, je vous rappelle, un docteur en économie. Vous êtes quand même quelqu'un qui a une vision extrêmement intéressante. Et surtout, Jean-Michel, je vous invite parce que vous êtes un des seuls qui a un discours qui est pas du tout mainstream. On vous voit pas beaucoup sur les plateaux mainstream. C'est pour ça que d'ailleurs ce matin vous êtes là, Jean-Michel. Là-dessus, on en est où? Est-ce que les Britanniques véritablement regrettent le Brexit ou pas? Et après, on rentrera dans le détail, bien sûr, hein, de ce qui se passe Ouais, là-bas. ouais. Oui, merci Nicolas pour cette belle question. Bah, d'abord, une petite précision sur mainstream ou or not mainstream. Mm. Effectivement, mon analyse n'est pas mainstream, mais elle est surtout pas idéologique. C'est ça le Ouais. truc. Elle est basée sur les statistiques disponibles. Et à Mm. partir de là, c'est une approche empirique tirée des données et qui est donc scientifique en fait. Tout le contraire d'un a priori idéologique qui fait qu'on est europhile ou même europhobe ou eurosceptique le cas échéant, mais basé sur quoi? Donc on va y venir. Hein. Donc c'est basé sur les données. Moi j'ai toujours, depuis mon grand abécédaire du Brexit, j'ai toujours travaillé en profondeur. Cet Mm. ouvrage faisait 2 volumes, 900 pages, donc c'est pas basé sur des rumeurs, des racontars ou quoi que ce soit. C'est basé sur l'évidence, comme on dit en anglais. Bon, voilà, je voulais faire cette précision. Alors que pensent les Anglais? C'est toujours difficile, Nicolas. Ouais. Vous êtes bien placé pour le savoir, pour dire ce que pense un peuple, tant qu'on ne l'interroge pas. Oui. C'est-à-dire tant qu'on fait pas un C'est pour ça qu'on référendum. ne le fait plus Alors, en France, Jean-Michel, peut-être. depuis 2005, on est un peu malheureusement très malheureux sur cette question chez nous. Et donc, on prête des pensées, évidemment, on prête des pensées au peuple, on prête une opinion et on la mesure avec des sondages. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il faut jamais oublier que les sondages avant le référendum 2016 sur le quitter ou non l'Union européenne en Grande-Bretagne, enfin, au Royaume-Uni, il faut jamais oublier que les sondages étaient favorables au Remain, aux europhiles, et que le référendum a pris tout le monde par surprise, comme chez nous en 2005 d'ailleurs, de la même façon. Donc, toujours garder à l'esprit que ces sondages-là, ils valent ce qu'ils valent. Par exemple, en novembre dernier, dans l'Institut YouGov, il y avait 52% des Britanniques qui regrettaient la décision du Brexit. Alors 52%, ça correspond peu ou prou à ceux qui avaient annoncé qu'ils voteraient pour le Remain en 2016. Mm. donc, donc les marges sont quand même assez faibles. Bon, après, y a d'autres choses qu'on va pouvoir dire sur la problématique de rejoindre l'Union européenne, parce que rejoindre l'Union européenne, ça voudrait dire quoi concrètement? Parce que on sait très bien que les Britanniques avaient un certain nombre de dérogations. La plus Mm. fondamentale d'entre elles, c'était qu'ils avaient gardé la livre, le sterling. Là où, évidemment, s'ils rejoignaient aujourd'hui l'Union européenne, il y aurait toute une négociation pour savoir que fait-on de leurs diverses dérogations, la livre, Schengen, j'en passe et les meilleurs, Ouais. le rabais sur leur contribution budgétaire, etc. Et les mêmes sondeurs, quand ils interrogent les Britanniques sur ce point-là, Mm. ben, révèle qu'en fait, les Britanniques ne savent pas sur toute une série de questions qui donneraient le contour, on va dire, d'un retour et des conditions, les modalités d'un Mm. retour de le Royaume-Uni dans la Grande-Bretagne. Ben, en général, presque une majorité d'entre eux ne savent pas exactement de quoi on va parler, qu'est-ce qu'implique le marché unique, etc. Ce qui Mm. montre de nouveau l'intérêt toujours de faire un référendum, au-delà du fait que par principe on interroge le peuple et non on parle pas à sa place, mais aussi parce qu'on fait de la pédagogie dans les semaines et les mois qui précèdent sur Oui. effectivement les choses. On l'a bien vu en 2005, hein, comment c'est arrivé ce non à 55% du peuple français. Donc il y avait des ateliers populaires, etc. partout, et donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est que poser le référendum permet justement de mettre beaucoup de lumière et de sortir justement de ces ce qu'on dit souvent, un déficit de connaissances est Ouais. compensé par un excès d'opinion. Ouais, mais vous avez raison, Jean-Michel Salmon, et merci d'être là ce matin, bien entendu, parce que je sais que ce sujet passionne du Brexit et notamment du référendum, parce que c'est bien ce qui nous pose un problème aujourd'hui, et c'est bien ce qui a amené la fracture aussi avec nos élites, hein, nos élites entre guillemets, bien entendu, parce que si nos élites, c'est Stéphane Séjourné
et Amélie Oudéa-Castéra, on n'est quand même pas sorti d'errance. Et je voulais qu'on en parle ce matin. Merci, n'hésitez pas à partager. Vous êtes déjà très nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. Partagez, bien entendu, cette émission et soutenez la matinale Tocsin. Jean-Michel, je suis bien entendu. D'ailleurs, je le dis, vous avez écrit un excellent livre. Hein, j'invite tous nos auditeurs et nos téléspectateurs à l'acheter. Vous êtes l'auteur du grand abécédaire du Brexit. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant si vous voulez avoir plus de connaissances là-dessus et déchiffrer, décrypter aussi ce qui se passe. Vous avez sur votre compte Twitter, le compte X, descendu littéralement Nicolas Bavrez, qui est un éditorialiste notamment, et parce que Nicolas Bavrez, on va en parler, qui nous dit finalement que le Brexit se traduirait par un naufrage économique, j'imagine. J'ai lu un peu votre tweet et ce qu'il a écrit, c'était dans le Figaro. Est-ce que vraiment le Brexit a amené un naufrage économique, cher Jean-Michel Salmon, en ce moment en Grande-Bretagne, ou pas? Merci pour cette référence et la bonne question qui fait effectivement la transition. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? Bien évidemment, le Royaume-Uni, il n'est pas sur la planète Mars, ni Jupiter, ni une autre, il est sur la planète Terre. Et comme toutes les économies sur la planète Terre, ben, il a subi les effets de la crise Covid et puis ensuite de la crise énergétique suite aux sanctions contre l'Ukraine, évidemment. Et donc, la question, c'est que évidemment, tous les europhiles, tous les médias europhiles s'évertuent de faire une confusion entre depuis le Brexit, pour analyser l'évolution de l'économie britannique, entre depuis le Brexit, la confusion avec à cause du Brexit. Eh oui. Eh oui. Alors évidemment, c'est très facile. C'est le problème, ce qu'on connaît bien scientifiquement, c'est un problème qu'on appelle ça l'attribution de la cause. Quelle est la cause de l'évolution en dents de scie et de l'inflation, etc. Ben évidemment, comme les médias vont rabâcher leur lavage de cerveau habituel pour dire qu'en Angleterre, faire croire au peuple britannique que toute l'évolution qu'ils connaissent depuis 4 ans ou 5 ans, c'est à cause du Brexit, alors que c'est seulement depuis le Brexit et la cause est ailleurs. Et quand on regarde en réalité toutes les données macroéconomiques, on peut prendre différents points, hein, que ce soit le rythme de croissance du PIB, que ce soit l'inflation, etc., etc. On va trouver systématiquement que l'économie britannique ne fait pas plus mal que la zone euro, elle fait même un peu mieux en réalité. Il y a eu, c'est vrai, un passage où l'inflation était un peu supérieure ces dernières années pendant son pic au Royaume-Uni, mais c'était pas à cause du Brexit. Et puis depuis, c'est normalisé les écarts d'inflation avec. Là, si on prend les toutes dernières, les 3 derniers mois de 2023, en fait, l'inflation britannique, elle est à peu près au niveau de la France. Donc, c'est vraiment similaire. Et puis, si on prend le rythme de croissance, bah, c'est plutôt un peu mieux. En Grande-Bretagne, c'est plutôt un peu mieux, notamment que l'Allemagne, qui est un peu le mauvais élève en ce moment, on le sait. Donc, là encore une fois, la lecture n'est pas scientifique, la lecture par les médias et des gens comme Nicolas Bavrez, effectivement, qui avait déjà joué un coup de fusil terrible en 2019 avec quelques autres en parlant de suicide, etc. Bon, maintenant, c'est un naufrage. Enfin, tout ça, c'est de la propagande. C'est absolument pas basé sur les faits. Moi, je défie quiconque dans ce réseau mainstream europhile de m'inviter sur un plateau pour débattre. Évidemment, ça ne s'est pas arrivé depuis. Ça risquera pas d'arriver parce qu'ils ne débattent qu'entre eux pour dire la même propagande. Oui, c'est assez effrayant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous reçoit, hein, cher Jean-Michel Salmon, ce matin. Merci de vous être levé tôt pour répondre à mes questions. On a encore 5 grosses minutes pour en parler là-dessus. Moi, je voulais savoir un peu on essaye aussi de rentrer dans le détail, ça va être compliqué, mais au moins, je voudrais qu'on parle du Premier ministre, Rishi Sunak, finalement, qui est Premier ministre. Et lui, manifestement, il fait des pieds et des mains et des nez pour revenir à la table des mondialistes. Je vais m'exprimer de façon très grossière, bien entendu. Hein, je caricature le trait, mais c'est un peu ça aussi le rôle du Premier ministre, Rishi Sunak, Jean-Michel Salmon. Rishi Sunak a été mis là pour rapprocher le Royaume-Uni le plus possible de l'orbite européenne, enfin de l'Union européenne pour être précis, tout en faisant croire qu'il était brexiteur. En gros, c'est ça qui s'est passé. Donc c'est vraiment, oui, un mondialiste au sens qui veut quelque part effacer les pouvoirs de l'État-nation et finalement les décisions basées sur la démocratie, puisqu'il est arrivé au pouvoir évidemment sans être élu par le peuple britannique, ni même sans être respecté par les militants du Parti conservateur. Donc, c'est un coup d'État intérieur au Parti conservateur, donc une revanche des europhiles au sein de ce parti, en écrasant complètement à la fois le peuple et les militants. Le résultat, c'est quoi? C'est que du point de vue de son, si on veut reparler un peu des sondages et du même sondeur, des intentions de vote
puisqu'il y a, dans l'automne prochain, il va y avoir des élections au Royaume-Uni, des élections générales. Bon, ben, quand il est arrivé au pouvoir, Rishi Sunak, il y avait un petit déficit avec l'opposition de vote de 3 à 4%. Donc, ils étaient, si je regarde un peu, ils étaient, voilà, le travailliste, les travaillistes étaient à 36 et les conservateurs à 33%. Si on remonte quelques mois avant, évidemment, c'était meilleur pour les conservateurs encore sur Johnson, quand Boris a été évacué. Et aujourd'hui, l'écart, il est de 27% en faveur des travaillistes. Donc, il est passé de 3-4% à 27%. Pourquoi? Parce que c'est ce coup de force à l'intérieur du Parti conservateur a créé un schisme de nouveau, comme à l'époque où Cameron était Premier ministre et les périodes précédentes, un schisme au sein du Parti conservateur entre les europhiles centristes et puis ceux qui sont dits plus à droite, mais qui sont simplement souverainistes, en fait, qui ont poussé pour le Brexit. D'où la poussée de ce parti Reform UK, qui est le parti qui a succédé au Brexit Party, qui avait été créé par Nigel Farage, évidemment. Aujourd'hui dirigé par Richard Tice. Farage n'est pas loin, toujours derrière. Peut-être il reviendra sur la scène ou pas. Mais bon, ils sont montés à 12%. Donc, en fait, on retrouve la même problématique que les années qui ont précédé le référendum. Cameron avait choisi de faire un référendum, non pas parce que c'est un grand démocrate en faveur du peuple, mais parce qu'il voulait se débarrasser de cette aile eurosceptique Brexiteur. Et il pensait gagner le référendum et se débarrasser une bonne fois pour toutes. Sauf que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on retrouve le même phénomène où les Tories les conservateurs sont divisés. Et donc, ça fait le lit, évidemment, et d'ailleurs, Farage vient de faire une intervention média en disant bon bah on va avoir 10 ans de travaillisme devant nous parce que mais ça gêne pas trop, si vous voulez, les conservateurs europhiles, parce qu'au final l'objectif c'est quoi? C'est de rejoindre à petits pas et puis ensuite définitivement l'Union européenne. Donc ces gens-là sont prêts à accepter le travaillisme pour autant de temps qu'il le faudra, parce que finalement ça va dans le sens recherché. Depuis le jour même du référendum en juin 2016, la bagarre était lancée, ça avait été dit clairement. Tout était bon pour whatever it takes, hein, pour défaire les Brexiteurs. Donc on en est là. On en est là, malheureusement, c'est pas. Alors, dans tout ça, il y a l'énigme Boris Johnson. Quel rôle va-t-il jouer sur le plan politique dans l'année qui vient de commencer? Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Il est possible qu'il revienne d'une manière ou d'une autre. La problématique pour lui, c'est de savoir s'il voulait faire un comeback parce qu'il reste très populaire. Est-ce qu'il le ferait à l'intérieur des tourismes avec les mêmes difficultés qu'il a rencontrées depuis pendant tout son passage à Downing Street, donc peut-être pas une meilleure idée, ou de trouver un autre véhicule à travers le Reform UK, mais là aussi, il n'aimait pas trop le parti Farage à l'époque, il y a un peu des frères ennemis. Donc, un véhicule ad hoc, un peu, si on devait au moins faire une référence positive pour une fois à Macron, c'est ça, c'est de partir avec son propre véhicule politique. Mais bon, dans le système britannique, c'est pas simple non plus de faire ça. Bon, mais on va suivre ça avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Michel Salmon, d'être venu ce matin nous éclairer sur est-ce que les Britanniques regrettent-ils vraiment le Brexit. Vous êtes docteur en sciences économiques et je vous invite, chers amis, véritablement, en plus de partager, de liker l'émission, de la commenter, bien entendu, lire le livre de Jean-Michel Salmon, Le Grand Abécédaire du Brexit. C'est Maison Édition, pardon, je ne l'ai pas noté sur ma fiche. Les 3 colonnes. Les 3 colonnes, édition Les 3 colonnes, c'est important d'avoir l'éditeur, comme ça vous pouvez le retrouver immédiatement. N'hésitez pas vraiment à vous le procurer parce que c'est un très 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 bon livre. Merci beaucoup Jean-Michel Salmon, on vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et